Un document unique, ça peut être mis en place parce qu'on veut pour différentes raisons. Alors, c'est une obligation réglementaire, donc souvent, c'est la porte d'entrée principale. Il y a aussi, si vous souhaitez mettre en place, réduire les taux d'absentéisme, améliorer l'image de l'entreprise, réduire les risques professionnels, améliorer les conditions de travail, ou pour toute autre problématique santé, sécurité au travail. Le Code du travail, donc depuis le document unique a été créé par un décret de 2001, en application d'une loi de 91. Donc il y a eu un petit peu de temps sur la mise en place, sur le décret d'application. Donc il est obligatoire depuis 2001 dans toutes les entreprises à partir du moment où il y a un salarié. Donc le document unique, il a pour objectif de formaliser l'évaluation des risques professionnels. Donc différents articles du Code du travail, R4121-1 et suivants, donc l'employeur doit retranscrire et mettre à jour l'évaluation des risques professionnels dans un document unique. La retranscription, la mise à jour à l'heure actuelle doit être faite au moins une fois par an. Il y a eu récemment un texte qui impacte très fortement les services de santé au travail, mais qui aussi, par quelques aspects, impacte d'autres domaines, notamment le document unique. Concrètement, notamment pour les TPE, la mise à jour annuelle ne serait plus obligatoire, mais on attend les décrets d'application qui peut-être préciseront ces modalités. On va rester pour le moment sur une mise à jour périodique, à minimum une fois par an, et également lorsqu'il y a tout changement dans l'activité qui va impacter les conditions de travail. Donc, si vous agrandissez, si vous créez une nouvelle activité dans votre entreprise, à ce moment-là, on vient modifier le document unique. Il est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, et puis des contrôleurs de la CARSAT également, et aussi des salariés. Il peut être tenu à disposition des salariés, que ce soit de manière matérielle ou immatérielle, c'est-à-dire par support informatique. Les obligations de l'employeur, les obligations dans l'entreprise, étant donné que le document unique en est une, mais l'employeur il doit mettre en place des actions, il doit veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, donc assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est important de noter la santé mentale. Souvent dans les documents uniques, ce qu'on voit, c'est qu'on oublie cet aspect-là et il peut être manquant. Il est parfois un petit peu plus difficile à évaluer. Il nécessite, si vous voulez aller un petit peu plus loin ou si vous voulez faire quelque chose, on va dire, de très correct, d'avoir des outils un petit peu différents. Mais notamment l'INRS a créé des outils assez bien faits sur ce point de vue-là. Donc, l'employeur doit prendre des actions de prévention des risques professionnels, donc que ce soit sur les équipements de protection collective, mais également sur les équipements de protection individuelle, mettre en place des formations et informations sur les risques professionnels auprès des salariés. Et puis, tout ça s'inscrit dans une organisation qui va essayer de préserver ou d'améliorer les conditions de travail avec la mise en place de moyens adaptés. L'employeur a une obligation de moyens, mais surtout de résultats. Donc, il doit, à tout prix, il est responsable en cas d'accident du travail dans son entreprise. Alors pourquoi de moyens aussi, mais c'est vraiment normalement une obligation de résultat. Si il a été prouvé que vous aviez connaissance d'un risque, mais que vous n'avez rien fait pour le prévenir, il va y avoir ce qu'on appelle une faute aggravante. Ça va alourdir les charges, on va dire. Le salarié a aussi une obligation, c'est de tenir compte, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. La responsabilité du salarié sur un accident du travail n'enlève pas la responsabilité de l'employeur. Concrètement, quand on parle de danger ou de risque, pour faire un petit peu, pour imaginer un petit peu ça, un danger, c'est un potentiel préjudice ou un potentiel, une source, c'est une source de danger. Par exemple, là sur l'exemple, quelqu'un au bord de la plage, il y a un requin dans l'eau, c'est un danger. Le risque, il intervient quand on met en exposition une personne avec ce danger. Donc, c'est la probabilité que survienne un danger ou un risque ou un danger qui entraîne un préjudice. Pardon.
Concrètement, donc, si on va nager avec le requin, ça devient un risque. Alors, si on remplace le requin, par exemple, par un risque, enfin, une prise électrique qui serait défaillante, on est sur un danger. Si on demande à la personne d'intervenir sur cette prise, on va venir créer un risque. L'idée est surtout de dire qu'on peut à la fois jouer sur plusieurs aspects sur la personne, donc en supprimant la personne. Supprimer la personne, ça veut dire supprimer la tâche, en fait. C'est pas lui demander de faire ça. On va venir le faire sous-traiter par des personnes qui savent faire. Mettre une barrière entre la personne et le danger, c'est de la protection collective, ou un dernier recours, venir jouer sur les protections individuelles. Et puis bien informer les personnes sur qu'est-ce qu'ils risquent. Pour faire un document unique, vous avez, grosso modo, j'ai l'habitude de dire que vous avez 3 moyens de réaliser votre document unique. La première manière, c'est faire appel à un prestataire extérieur, quelqu'un qui réalise votre document unique pour vous. Ce n'est pas celle que nous, on préfère, bien qu'on puisse se transformer en prestataire, mais c'est vraiment pas ce qu'on préfère faire et ce sur quoi on vous encourage à aller. La deuxième, mais ça fonctionne, c'est réglementaire. Sachez juste qu'in fine, c'est vous qui êtes responsable de ce qui est écrit à l'intérieur. Enfin, c'est le chef d'entreprise qui est responsable de ce qui est écrit à l'extérieur, même si ça a été fait par un prestataire extérieur. Juste, si vous faites faire votre document unique par un prestataire extérieur, assurez-vous d'avoir une version informatique pour pouvoir faire la mise à jour tous les ans, sinon il faudra faire appel au prestataire tous les ans. La deuxième solution, c'est que ça soit fait par le chef d'entreprise ou une personne désignée par le chef d'entreprise, on va dire seul dans son coin, dans son bureau. C'est tout à fait possible. Par contre, celle que nous, on privilégie, c'est le faire de manière, enfin, où on vous encourage à aller, c'est le faire de manière collaborative, donc avec la direction, les encadrants, les managers, et puis les salariés, qui sont experts dans leur domaine, par définition, vu que c'est eux qui font leur activité. Ça peut prendre la forme de réunion, ça peut prendre la forme juste d'échange. Voilà. Suivant la taille de l'entreprise, effectivement, ça va être plus ou moins gros à mettre en place. Vous pouvez créer des comités de pilotage, vous pouvez juste le faire de manière informelle, mais on vous encourage vraiment à incorporer, enfin, à prendre en compte toutes les strates de l'entreprise et les salariés dans la réalisation du document unique. Vous pouvez vous appuyer donc notamment sur nous si vous souhaitez avoir un appui méthodologique, tant sur comment se constitue un document unique que dans certains cas, comment on peut constituer un comité de pilotage, comment on peut découper l'entreprise en unités de travail, comment on va venir questionner les salariés sur les risques professionnels dans l'entreprise. Et puis pour les entreprises de plus de 50 salariés, bien sûr, n'oubliez pas d'inclure le CSE, vers qui de toute façon vous devrez in fine présenter le document unique. Donc, je vais reprendre le relais. Je vais vous parler maintenant de la méthodologie qui va vous permettre de vous aider à la création de cette démarche. Voyez le document unique comme un processus qui est découpé en plusieurs étapes. La première, c'est d'informer l'ensemble des salariés pour le lancement de cette démarche, c'est-à-dire de leur présenter les tenants, les aboutissants, la vraie valeur ajoutée même à l'entreprise, que ce soit pour les salariés, mais aussi pour les dirigeants. Pour les salariés, eh bien, c'est d'avoir une évaluation des risques professionnels. Le but étant, c'est d'améliorer leurs conditions de travail en proposant des actions d'amélioration adéquates en fonction de chaque situation à risque. Le but étant, c'est de tendre au risque zéro. Et puis pour les dirigeants, les volets sont multiples. Diminuer l'apparition d'accidents de travail, de maladies professionnelles qui représentent des coûts pour l'entreprise, que ce soit des coûts directs ou indirects. Par exemple, les coûts directs, ce sont les coûts liés aux frais médicaux, aux indemnités journalières, aux sanctions pénales ou civiles. Les coûts indirects, par exemple, c'est le temps de convalescence du blessé, c'est la casse éventuelle, le retard de livraison de production, de projet. C'est aussi les coûts éventuels de formation, mais aussi les coûts liés à l'image que l'accident du travail pourra porter, le préjudice que pourra porter à cet accident sur l'image de l'entreprise. Pour les dirigeants, ça va leur permettre aussi de pouvoir jauger la culture de sécurité, donc de discuter justement avec les salariés pour voir s'ils sont bien formés, sensibilisés sur les différents risques en lien avec leur activité.
si ils savent pourquoi on utilise tel équipement de protection individuelle et tel équipement de protection collective, à quoi ils servent. Ça va leur permettre aussi de savoir s'ils connaissent bien les modes opératoires, les consignes de sécurité, etc. Le but étant, c'est bien entendu de les impliquer. Donc, quand on parle de Document Unique, c'est avant tout une démarche participative et collective à tous les niveaux, comme mon collègue l'a dit précédemment. Ça implique à la fois la direction, les managers, mais aussi les salariés dans cette démarche. C'est un peu de l'amélioration continue, un peu comme la route des mines. Donc, une fois qu'on informe l'ensemble des salariés, on passe ensuite à l'évaluation en fonction des 5 étapes qu'on va vous parler par la suite. Alors, la première étape, c'est l'identification des unités de travail. Qu'est-ce qu'une unité de travail? Dans sa définition même, une unité de travail, c'est une unité où l'ensemble des salariés sont soumis à des risques identiques. On peut très bien séparer les unités de travail en fonction des secteurs, des activités ou des postes de travail. À titre d'exemple, je travaille dans la restauration traditionnelle. J'ai identifié différentes unités de travail, que ce soit pour l'unité de travail pour la plonge, pour les plongeurs, l'unité de travail en cuisine pour les chefs de cuisine, les secondes cuisines et les cuisiniers, l'unité de travail pour le service en salle regroupant les serveurs et les barman, et enfin l'unité de travail administrative regroupant la direction, le service comptable, les ressources humaines, etc. Une fois qu'on identifie ces unités de travail, on passe justement au repérage des situations à risque et des risques. Alors, concernant les risques, nous, on vous propose plus ou moins de vous baser sur les 17 risques que vous propose l'Institut national de recherche et de la sécurité. Dans ces risques, on va retrouver le risque lié aux ambiances thermiques, aux ambiances lumineuses, le risque lié au bruit, à la manutention, gestes et postures contraignants, au risque psychosocial, etc. Et en fonction de chaque risque, on va identifier des situations de travail. Par exemple, le risque lié au bruit, sa situation de travail, ça sera lié aux équipements électroménagers, électroportatifs, soit fixes, par exemple, ou portatifs, la scie circulaire, la scie à ruban, la meuleuse, la ponceuse, etc. Une fois qu'on a identifié les risques et les situations de travail, on va ensuite procéder à la cotation en évaluant justement la fréquence d'exposition du salarié et la gravité du dommage. Alors, concernant les échelles de fréquence et de gravité, il y en a multiples. On vous propose justement une échelle sous 4 niveaux, allant de faible pour la fréquence, allant de faible à très fréquent. Par exemple, en faible, c'est une exposition du salarié une fois à l'année. Moyen, c'est une exposition du salarié une fois au mois. Fréquent, c'est une exposition du salarié une fois à la semaine. Et très fréquent, c'est une exposition du salarié permanente, voire courante. Pour la gravité, par exemple, en faible, ça pourrait être un accident ou une maladie professionnelle sans arrêt de travail. En moyen, ça pourrait être un accident ou maladie professionnelle avec arrêt de travail. En grave, ça pourrait être un accident ou maladie professionnelle avec une incapacité permanente partielle. Et enfin, en très grave, un accident du travail ou une maladie professionnelle mortelle. Une fois qu'on identifie la fréquence et la gravité en fonction des situations de travail, on a ce qu'on appelle le niveau de priorité. Nous, on l'identifie sous 3 niveaux, niveau de priorité 1 à 3, on le verra par la suite. Le niveau de priorité 1, eh bien, c'est lorsque on a une fréquence très importante et une gravité très grave. C'est vraiment le risque prédominant relatif à l'activité, ce sur quoi on doit d'ores et déjà mettre en place des actions de prévention et de protection pour le réduire. Et enfin, en 5, je fais un repérage, je fais un état des lieux de la prévention à l'existant, qu'est-ce qui a déjà été mis en place à l'existant en termes de moyens de prévention, de consignes de sécurité, etc. Avant d'établir d'autres actions complémentaires aboutissant par la suite à un plan d'action. Donc, la prochaine étape, c'est de rechercher justement ces actions de prévention à mettre en place pour chaque situation problématique identifiée. Le but étant, c'est de supprimer ou à défaut de réduire les risques. Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, quand j'ai des moyens de prévention qui sont existants, que je ne dois pas forcément mettre en place. Justement, c'est toujours bien de toujours être dans une démarche d'amélioration continue, d'être source de propositions. Le but étant, c'est de vraiment pallier définitivement à l'apparition de ces risques.
ou si je me rends compte que je n'avais pas de moyens de prévention existants, c'est d'en proposer, ou si toutefois ils sont insuffisants, c'est d'en proposer aussi. Et enfin, en fonction des actions de prévention que j'ai proposées, je vais définir un plan d'action en fonction des priorités, avec une échéance adaptée en fonction des priorités, et des responsables d'action, donc des pilotes. Là, concrètement, comment j'évalue J'évalue tout simplement une situation de travail. Donc là, on vous a pris pour l'activité du BTP, pour l'unité de travail chantier. On peut identifier différentes unités de travail, que ce soit l'unité de travail sur la toiture, l'unité de travail sur ceux qui s'occupent de la façade extérieure, sur la pose des fenêtres, sur le revêtement extérieur, que ce soit une unité de travail aussi sur l'aménagement des locaux, une unité de travail aussi sur l'électricien, ce qui va s'occuper de toute la partie électrique du bâtiment, etc. Concrètement, qu'est-ce que j'évalue? Donc là, on vous a identifié, c'est un peu une petite chasse au risque, au premier niveau, sur les différentes situations à risque qui sont représentées sur l'image. Donc par exemple, en 3, son principal risque à lui, c'est le risque de chute de hauteur. En 2, celui qui utilise une perceuse à colonne, c'est le risque lié à l'atteinte auditive, donc le risque lié au bruit. En 4, celui qui utilise une ponceuse sur le mur, donc c'est le risque lié à l'inhalation de poussière. En 10, celui qui utilise des produits chimiques au sol, donc c'est le risque d'inhalation de vapeurs toxiques. Le petit bonhomme en 7 qui est sur l'armoire électrique, donc c'est le risque électrique, le risque d'électrisation ou d'électrocution. En 8, celui qui ne fait pas attention à ce qui est au sol, c'est le risque de chute de plein pied. Alors, bien entendu, c'est pas parce qu'on a identifié, là, je vous ai présenté plus ou moins à travers cette chasse aux risques les principaux risques, mais un poste n'est pas défini par un seul risque à proprement parler. Par exemple, pour le petit bonhomme qui utilise la ponceuse, lui, il n'est pas soumis au risque seulement d'inhalation de poussière toxique. Il sera soumis aussi au risque lié au bruit, il sera soumis aussi au risque lié à la posture et gestes contraignants, il sera soumis aussi au risque lié aux chutes de plein pied, il sera soumis aussi au risque lié à la coactivité, puisque quand on parle de BTP, il y a souvent différentes entreprises intervenantes en simultané dans les locaux, donc il faudra mettre en place des plans de prévention, etc. à proprement parler. Concrètement, comment je définis ma cotation? Donc là, justement, on vous présente les différentes cotations en fonction de la gravité des dommages, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, ce n'est qu'un titre d'exemple. À vous de voir comment vous voulez la modifier ou non. Ça, c'est vraiment un premier niveau pour déjà vous permettre d'avoir une première cotation à proprement parler. Et ensuite, lorsque vous évaluez du coup la cotation et la fréquence, vous avez du coup le tableau de priorité qui permet de définir en fonction des priorités 1 à 3 le risque vraiment majeur lié à votre situation de travail. Par exemple, si j'ai une fréquence très importante et une gravité très grave, j'aurai un niveau de priorité 1. Ce qui me permet de définir que ce risque-là est vraiment majeur et c'est sur quoi, tout d'abord, je dois vraiment avoir un focus à mettre en place et à proposer des actions de prévention. Donc, concrètement, comment ça va s'articuler? Là, par exemple, je reprends l'activité pour la toiture. Donc là, ce n'est qu'une trame. Donc ça, c'est vraiment une trame simpliste qu'on vous propose. Il faut savoir qu'il y a d'autres modèles un peu plus poussés, notamment qui prend en compte le niveau de maîtrise en fonction des moyens existants, qui prend en compte le risque résiduel, le risque brut. Dans le plan d'action, on identifie aussi les coûts. Là, on a vraiment fait un document unique assez simpliste, assez ergonomique. Le but étant, c'est que vous ayez au moins une première trame pour pouvoir évaluer les risques liés à vos activités. Si toutefois, alors là, du coup, vous allez avoir que le PDF, que le PowerPoint, pardon, suite à la présentation. Surtout, n'hésitez pas à revenir, comme mon collègue l'a dit, vers vos équipes pluridisciplinaires de la médecine du travail qui pourra vous aider à la réalisation du document unique, à vous aider à vous envoyer une trame un peu plus précise au format Excel sur l'évaluation du document unique. Donc, si je reprends l'activité du personnel qui était sur la toiture, on va identifier différentes situations de travail.
Donc là, ce n'est qu'un titre d'exemple. Il y a aussi d'autres situations de travail à proprement parler. Alors, on va identifier différents facteurs de risque. Donc, le risque de chute de hauteur lié au déplacement sur le toit pour poser les tuiles, au risque lié à la manutention manuelle, lié au port des tuiles des palettes jusqu'au toit, plus la mise en place des tas de tuiles sur la toiture, aux postures et gestes contraignants, liés à la fixation des tuiles sur la toiture en position accroupie ou à genoux, et enfin les ambiances thermiques liées au travail en extérieur. Une fois que j'ai identifié du coup ces situations à risque, j'évalue la gravité et la fréquence. Alors bien entendu, ça ce n'est que de l'appréciation de l'individu qui va évaluer ces situations à risque, mais le but étant c'est d'essayer d'être le plus réaliste possible. Une fois que j'ai évalué du coup ces risques, je détermine mon niveau de priorité en fonction du niveau de priorité 1 à 3. Et je regarde qu'est-ce que j'ai déjà mis en place en termes de moyens de prévention existants. Là, par exemple, si je prends la priorité en 1 pour le déplacement sur la toiture, donc le risque de chute de hauteur, on a à l'existant les chaussures de sécurité, les cases de chantier, mais ça ne sera pas suffisant pour vraiment pallier définitivement à ce risque-là. On va devoir proposer d'autres sources, d'autres moyens de prévention qui soient à la fois sur le volet humain, organisationnel et aussi technique. Par exemple, l'installation d'un garde-corps, d'une ligne de vie avant de commencer les travaux, la formation du salarié sur le travail en hauteur ou la formation liée aux harnais de sécurité, etc. Et une fois que j'identifie ces moyens de prévention, que je propose ces moyens de prévention, je détermine un délai qui sera à définir en fonction des priorités, parce que si je définis un niveau de priorité à l'année alors que j'ai un niveau de priorité très important, donc un risque majeur dans l'entreprise, vous ne serez pas pertinent. Le but étant, c'est de traiter au plus rapidement possible les niveaux de priorité les plus graves. Et j'identifie bien entendu des pilotes qui seront donc des responsables d'action qui seront amenés à suivre, à mettre en place ces moyens de prévention. Ce n'est pas aussi parce que j'ai un niveau de priorité 2 ou 3 que je ne dois pas mettre en place des actions de prévention. Par exemple, en 2, pour la manutention, j'avais identifié qu'il n'y avait aucune moyen de prévention existante. Je devais être source de proposition et proposer justement d'autres des actions de prévention, à savoir fournir des outils de manutention, limiter le port de charge en diminuant le tas de tuiles, etc. Et aussi, ce n'est pas parce que j'ai un niveau de priorité 3 avec déjà des actions existantes que je ne dois pas être source aussi de propositions. Là aussi, on est toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Le but étant, c'est vraiment de tendre au risque zéro et de pallier à ce risque. Bien entendu, ce document unique, il est à mettre à jour. Alors, on en parlait tout à l'heure, on reste sur la base d'une fois à l'année, mais aussi dès qu'il y a un changement dans l'entreprise, que ce soit l'arrivée d'une nouvelle machine, un emménagement dans de nouveaux locaux, une création de nouvelles activités, etc. Vous devez mettre à jour le document unique. Et en fait, les actions que vous aurez identifiées à proposer, dans la logique, devront être mises après en existant. Et après, derrière, vous devez être encore une fois dans cette polémique d'amélioration continue à proposer encore une fois des actions d'amélioration. Donc là, on vous a listé les différentes familles de risques que vous pouvez retrouver au sein de vos activités. Donc, vous pouvez très bien vous baser sur les 17 risques de l'INRS, l'Institut national de recherche et de la sécurité, ou bien sur les risques qu'on vous présente aujourd'hui, donc les risques liés à la sécurité des bâtiments, tout ce qui touche à l'incendie, les risques électriques, les ambiances thermiques et lumineuses, les risques physiques, suite aux nuisances sonores, chute de plein pied, hauteur objet, les risques liés au déplacement en interne et en externe, ou alors les risques liés aux machines et outils, liés aux équipements de travail, les risques liés à la manutention, risques chimiques, biologiques, etc. Je vais passer du coup le relais à Jean. Donc, alors c'est un petit peu là une synthèse de ce que vous a dit, Fabien. Donc, dans un premier temps, alors par où ça commence et quand est-ce que ça s'arrête? Alors, vous aurez bien compris que ça ne s'arrête pas vraiment. Le but étant de rentrer dans un système d'amélioration continue
ce que certains appellent des roues de Deming, avec PDCA, Plan, Do, Check, Act, donc planifier, faire, Act, ça doit être acté qu'on a fait, et Plan, Do, Check. Donc, Act, c'est planifier après. Check, c'est vérifier. Donc, on commence dans un premier temps. La première chose à faire, ça sera définir les unités de travail. Combien il y en a dans l'entreprise, quels salariés se retrouvent dans l'entreprise. Vous pouvez avoir plus d'unités de travail que de salariés. Les salariés peuvent être sur plusieurs unités de travail. Vous ne pourrez pas avoir plus d'unités de travail que de salariés, mais au final, quand vous faites le cumul du nombre de salariés, si vous marquez unité de travail 1, 6 salariés, unité de travail 2, 6 salariés, vous avez peut-être qu'une entreprise avec 10 salariés, mais des salariés qui seront à plusieurs endroits. Ensuite, on identifie les situations dangereuses, on estime, on évalue. Donc ça, c'est la hiérarchisation. Et puis derrière, le plan d'action. Et le suivi et la mise à jour du document. Donc, le document unique donc, s'appelle document unique, mais en théorie, ce n'est pas juste un document figé. Ça devrait être, s'il est utilisé de manière optimale et correctement utilisé, un outil qui va vous servir à conduire la prévention des risques dans l'entreprise. Se dire, voilà, où est-ce qu'on en est? Déjà, faire un bilan de où est-ce qu'on en est en termes de prévention, en termes de maîtrise des risques qu'on a dans l'entreprise, d'identification et de maîtrise des risques. Où est-ce qu'on prévoit d'aller? Et donc, quelles étapes, quels jalons on va se donner? C'est là le sens du plan d'action. Et donc, ça peut vous servir à suivre un petit peu l'avancée de la prévention dans l'entreprise. Alors dans des TPE avec peu de risques, je vois après une question, j'y répondrai quand il y a très peu de risques dans l'entreprise. Effectivement, quand il y a très peu de risques, vous n'allez pas le sortir toutes les semaines, vous allez certainement le sortir qu'une fois par an. Mais s'il y a de nombreux risques, ça peut être un moyen qui va vous permettre de poser des jalons et de les gravir petit à petit et de ne pas attendre un an pour se dire voilà, qu'est-ce qu'on a fait. Non, on va s'en servir, je ne vais pas dire quotidiennement, mais de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus construite. Le document unique, c'est un document qui engage votre responsabilité sur le fond. N'inscrivez dans votre document unique que ce que vous avez l'intention de réaliser. Je ne sais pas, il y a des machines bruyantes, vous utilisez un compresseur par exemple, qui fait du bruit dans un atelier, on ne va pas dire si vous savez qu'il est impossible techniquement et budgétairement de le mettre en extérieur, vous n'allez pas dire l'année prochaine on déplace le compresseur en extérieur. Non. Par contre, est-ce qu'il est possible de le capoter? Est-ce qu'il est possible de le changer par un compresseur à vis qui fait moins de bruit? Est-ce qu'il est possible de fournir des protections auditives aux salariés quand ils travaillent à côté? Voilà. Est-ce qu'il est possible de limiter le nombre de personnes qui travaillent à côté du compresseur? Ça, c'est des mesures organisationnelles. Là, oui, là, on va aller dessus. Par contre, si vous savez que de toute façon, vous ne ferez pas certains travaux, par exemple, vous n'allez pas marquer on rase le bâtiment pour en faire un tout neuf, sauf si c'est prévu. Et si c'est prévu, on va tenir compte du document unique qu'on avait fait, de l'évaluation des risques qu'on avait fait, pour, dès la conception, inclure l'ensemble des risques professionnels. Pour les indépendants, très clairement, à part si Fabien a la réponse réglementairement, je ne l'ai pas. Par contre, si je dois faire un rapprochement, les entreprises qui utilisent des sous-traitants doivent prendre en compte leurs risques et sont responsables également des risques professionnels de leurs sous-traitants. Donc, si je dois faire un parallèle avec les sous-traitants, je dirais oui. Je vous encourage également à le faire, tout simplement parce qu'il n'est pas dit qu'un jour, vous n'ayez pas des salariés qui fassent cette activité-là, et du coup, votre document unique, il sera déjà fait, quoi. Oui, tout à fait. Vous devez quand même les prendre en compte à travers le document unique. Ces salariés, même bien qu'ils soient indépendants, doivent être inscrits dans le document unique à l'initial. Et pour répondre justement à la question, j'en profite pour répondre justement à la question de Stéphanie.
Si au sein d'une entreprise, seulement les risques psychosociaux sont identifiés, faut-il détailler précisément, exemple, stress lié aux objectifs, etc. Alors nous, dans la trame du document unique qu'on vous a présenté, on n'a pas identifié les dommages. Vous pouvez très bien, en fonction des situations de travail, identifier les dommages. Et dans ce cas-là, par exemple, pour le risque psychosocial, vous pouvez identifier dans les dommages le stress lié aux objectifs, la dépression, burn-out, etc. Et vous pouvez très bien, justement, l'inclure dans le document unique, si vous voulez, un peu plus long. Alors, pour détailler un petit peu, déjà, uniquement les risques psychosociaux, c'est pas possible. Vous aurez, suivant votre activité, vous aurez aussi, par exemple, le travail sur écran. Mais a priori, uniquement les risques psychosociaux, à part si vous êtes sur une activité que j'ai du mal à imaginer, ça serait difficile. Mais les autres risques sont peut-être moins importants, du moins à l'évaluation que vous faites comme ça, a priori. Les deux risques qu'on vous encourage à surtout ne jamais oublier, parce que c'est classiquement ceux qu'on peut oublier, c'est les risques psychosociaux et les risques liés au déplacement. Les déplacements donc en voiture ou moto ou autre type de déplacement, notamment de roues, c'est la première cause de mortalité au travail en France. Donc c'est un risque qui doit aussi être pris en compte dans le document unique. Il y a des méthodes d'analyse particulières, notamment pour ces deux risques. Pour le risque routier, on peut utiliser un acronyme qui s'appelle VECO. VECO pour véhicule, environnement, conducteur, organisation. Qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux mettre en place comme moyen de prévention qui va jouer ou sur le véhicule? On a des véhicules bien entretenus, on a une flotte de véhicules qu'on change tous les 5 ans, c'est suivi par un garage, on a un carnet d'entretien, on a un carnet de liaison avec le responsable si les véhicules sont partagés. Qu'est-ce que je peux mettre en place sur l'environnement? Par exemple, je n'interviens pas dans les zones de neige, je me renseigne sur la météo avant d'intervenir et je ne me déplace pas si on est en zone orange. Qu'est-ce que je peux mettre sur le conducteur? Donc, je demande son permis tous les ans. J'ai mis en place des formations, notamment ici, il y a ce qui s'appelle Centaure. J'ai mis en place des sensibilisations par service de santé au travail ou par le responsable sur les risques routiers. Et O, c'est l'organisation. J'ai mis en place mes tournées, mes déplacements, ils sont faits en fonction des lieux géographiques des clients. C'est-à-dire, on n'envoie pas une personne à un endroit à 8 heures et on lui demande d'être à 100 km à 9 heures et d'entre-temps d'avoir fait la livraison et d'en plus d'avoir fait 100 km en 1 heure sur une nationale. Ça ne va pas coller. Ça ne collera pas. Si vous voulez travailler sur la prévention des risques, c'est pas possible. Déjà, il ne pourra pas rouler à 80. Alors, j'allais dire 90, mais désormais, suivant les départements, c'est même 80. Voilà, donc c'est ça l'organisation. Et pour revenir sur les risques psychosociaux, faut-il les détailler précisément? J'ai envie de dire, en théorie, peu importe que ce soit votre seul risque ou pas, la réponse est oui. Il devrait être détaillé tout le temps. Je vous encourage à aller voir un document, alors qui avant s'appelait ED 6140, mais qui s'appelle désormais ED 6403. Je l'ai sous les yeux, ED 6403. Hop là, de l'INRS. Donc c'est un document qui va notamment identifier les risques psychosociaux au travers de 7 grandes familles: l'intensité, la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, l'exigence émotionnelle, la faible autonomie au travail, les rapports sociaux au travail dégradé, les conflits de valeurs et l'insécurité de l'emploi et du travail. Au travers de questionnaires, donc de questions, on va se positionner, on va venir mettre, c'est des petits smileys, content, pas content, et puis moyen content entre les deux, une échelle à 4 niveaux de mémoire. Vous avez remarqué, on utilise une échelle à 4 niveaux, nous aussi. Pourquoi 4 niveaux? Parce que 4 niveaux, vous ne pouvez jamais vous mettre au milieu. Sinon, on a tendance à toujours mettre moyen. Donc, ce document-là peut vous permettre d'aller plus loin. Au-delà de juste le petit smiley qu'on vient de côté, ce qui est le plus important dans les évaluations des risques psychosociaux, c'est le qualitatif qu'on vient recueillir quand on interroge les personnes, quand on met en place une démarche d'évaluation des risques psychosociaux. Si, enfin, pour finir sur les risques psychosociaux, enfin, à part si vous avez d'autres questions, s'il y a des
des alertes particulières qui sont lancées ou par les représentants des salariés ou par les salariés eux-mêmes ou par des instances autres, inspection du travail, service de santé au travail, enfin, nous en l'occurrence, on peut vous accompagner sur une évaluation plus fine de ces risques-là. Donc voilà comment on peut aller un petit peu plus loin. Mais déjà réaliser une estimation, enfin vous devez faire une évaluation de vos risques, ça peut aussi vous permettre de voir peut-être où est-ce que il y a des points d'amélioration à aller chercher sur alors les risques psychosociaux, c'est le bien-être au travail, hein, donc ça va comporter le management, est-ce qu'on a bien des fiches de poste, est-ce que les tâches sont claires, est-ce qu'il y a des temps d'échange avec les salariés, est-ce qu'il y a des risques d'agression, voilà, un petit peu tout ça. Est-ce que la charge de travail est bien répartie entre les personnes? Voilà, donc effectivement, il est assez rare, voilà, donc il y a aussi les risques routiers. Après, c'est assez rare d'avoir uniquement, on ne peut pas avoir que les risques psychosociaux, même si on fait du télétravail, en ce moment-là, on travaille sur écran. Est-ce que les formations concernant les risques routiers sont obligatoires? Vous avez une obligation de sécurité de résultat? Aucune. Très peu de choses sont, à proprement parler, obligatoires du point de vue du Code du travail. Vous devez... donc, il n'y a pas de formation obligatoire sur les risques routiers, mais vous devez former vos salariés sur les risques. Et vous devez faire une formation renforcée pour les intérimaires. Ça peut prendre la forme de sensibilisation ou de formation stricte au sens pur organisée par des organismes de formation. Je ne sais pas si la réponse est assez claire. Les seules formations strictement obligatoires que vous avez, c'est celles qui vont délivrer des habilitations, notamment sur les risques électriques, par exemple. Pour le reste, on est plus sur du... Ça découle de votre obligation de sécurité de résultat, en fait. Hop là, donc on a fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le reste étant, il y a d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions très précises sur votre entreprise, à revenir vers, ou très précises sur votre entreprise ou sur un risque en particulier, à revenir vers le médecin du travail et vers son équipe. Donc, si vous avez des questions, le chat, de toute façon, reste ouvert encore un petit peu. Comme vous l'a dit Fabien, on est là, je vous l'ai dit en début, on est là sur une présentation assez sommaire, enfin assez généraliste, on va dire. Il n'y a pas de formalisme. On vous a présenté un certain formalisme, à savoir un tableau comme ça. Il n'y a pas de formalisme obligatoire réglementaire sur le document unique. Ce qui est important, c'est d'avoir un découpage par unité de travail, une identification des risques, une hiérarchisation, un plan d'action. Tout à fait. Donc, le document unique qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est un document unique qui est très simplifié pour l'ensemble des entreprises. Hein. C'est un document unique qui peut contenir d'autres informations aussi, notamment juste à côté des situations de travail, vous pouvez retrouver les dommages. Au niveau des risques gravité fréquente, juste à côté, certaines entreprises évaluent le risque brut de la situation de travail, qui prend en compte qui fait le lien en fait entre la gravité et la fréquence. Vous pouvez aussi avoir sur les mesures de prévention existantes un niveau de maîtrise qui permet de définir si, en fonction des différents niveaux, que ce soit tant à la technique, l'organisationnel ou l'humain, si les moyens qui sont existants sont suffisants ou non. Et en fonction de ce niveau de maîtrise, on va avoir le risque résiduel. Et à travers ce risque résiduel, on va définir ou non des actions de prévention adéquates pour justement tendre aussi à réduire ces risques. Et après, dans le plan d'action, certains mettent aussi les coûts, si toutefois ils voient l'utilité à identifier les coûts. Même si un risque est complètement maîtrisé, il doit apparaître dans le document unique. Au contraire, déjà, c'est valorisant pour l'entreprise. Ça fait ressortir tout ce qu'on a fait. Comme vient de vous dire Fabien, le tableau le document unique qu'on vous présente là, qui est affiché, il peut être un petit peu frustrant pour les entreprises parce qu'on est sur ce qui s'appelle un risque brut, c'est-à-dire le rouge, orange, vert là, il ne tient compte que du risque théorique, mais pas de ce que vous avez fait. Et c'est une colonne qu'on peut rajouter derrière moyen de prévention existant, c'est coter la maîtrise qu'on a du risque et venir faire descendre cette couleur, en fait.
et se retrouver avec, par exemple, le premier risque qui est en rouge, là, chute de hauteur, se dire on a tellement bien travaillé dessus qu'il est devenu vert. Par contre, le deuxième, qui était orange, vu qu'on n'a rien fait dessus, il est toujours orange. Donc, c'est sur lui qu'il faut qu'on aille travailler maintenant. Ça, c'est un niveau un petit peu plus poussé de documents uniques, mais qui est peut-être plus pertinent. Parce qu'on voit vraiment qu'est-ce qu'on a mis en place. Enfin, voilà, ce qu'on a mis en place, ça a des effets. Enfin, ça a des effets, c'est pris en compte. Mais un risque, même totalement maîtrisé, doit être mentionné dans le document unique, oui. Le document unique, alors je vais dire est censé, parce que c'est toujours très difficile, mais il est censé être exhaustif de vos risques professionnels. Donc absolument, en théorie, absolument tous les risques professionnels doivent être inscrits dedans. Alors c'est assez compliqué, y compris pour nous, même si on est des professionnels, donc on peut concevoir tout à fait que pour des personnes qui ne sont pas des professionnels, entre guillemets, de l'évaluation des risques, c'est encore plus dur, mais en théorie, il est censé être exhaustif. Donc avoir absolument tous les risques. Alors on vous conseille, et à l'avenir, je vous ai parlé d'une nouvelle d'une nouvelle loi qui est tombée cet été, qui a un gros impact sur nous, mais un petit peu, notamment sur le document unique. L'enregistrement du document unique de mémoire devra être dématérialisé et toutes les versions devront être gardées. On vous encourage à garder toutes les versions. De toute façon, avant, on vous aurait dit de garder toutes les versions. Avec l'arrivée de l'informatique depuis quand même de nombreuses années, c'est quand même beaucoup moins contraignant. Alors, moi, c'est un conseil que je donne aussi aux employeurs. Vous pouvez faire contre-signer les documents uniques par les salariés. Ça vous permet d'être sûr d'avoir fait un point avec eux sur toutes les règles, toutes les consignes, tous les moyens de prévention qu'il y a dans l'entreprise, et puis peut-être aussi de faire un point sur est-ce qu'ils ont des idées. Mais vous pouvez faire contre-signer le document unique par les salariés. Ce DU doit-il exister au format de papier? Doit n'est pas le mot, non. Il peut être dématérialisé. Ouais. C'est-à-dire un format informatique.